Est-ce qu'il vous arrive d'entendre des jeux qui sont morts? Parce que nous, oui, et il y en a un paquet en plus, et on n'est même pas médium. Quand on parle de jeux vidéo qui sont morts, on pense surtout à des jeux désertés ou ayant fait leur temps, les fameux dead games comme certains les appellent. Pourtant, et contrairement à l'idée reçue, ce ne sont pas les seuls moyens pour un jeu vidéo de rejoindre le royaume des ombres. En fait, il existe mille et une façons pour des jeux de mourir. Faire un démarrage catastrophique, ne pas trouver sa communauté, être mal géré sur le court ou moyen terme, faire face à des problèmes techniques ou juste avoir un contenu peu ou pas assez attrayant sont autant de raisons qui peuvent faire sombrer dans l'oubli bon nombre de nos jeux vidéo sans qu'on y puisse quoi que ce soit. D'ailleurs, peu importe que vous l'ayez acheté ou non, quand c'est mort, c'est mort. Et c'est justement ces jeux-là qui vont nous intéresser. Enfin, à un détail près, puisque nous on va plutôt se pencher du côté obscur de la force, celui où les jeux vidéo ne sont pas juste éteints naturellement, mais ont été de manière volontaire tués par leurs créateurs. Oui, c'est totalement l'opposé de la vidéo 4 jeux vidéo qui ont tué leur studio. Sauf que cette fois-ci, on fait un contre Uno sur le sujet. Bonjour vous, c'est Ico et aujourd'hui on va découvrir 4 jeux vidéo tués avec ou sans vergogne par leur propre studio. J'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo, Bloodline Heroes of Litas, un jeu de rôle fantasy du type Hero Collector avec des graphismes 3D réalistes, disponible gratuitement sur iOS et Android. Dans ce jeu, vous fondez votre propre royaume et vous devez collecter des champions pour le défendre et même protéger le monde. En plus, le jeu vous donne la possibilité de faire perpétuer et développer votre lignée en combinant les nombreuses lignées disponibles, comme par exemple les elfes, les démons ou les lycans. Grâce au système unique des mariages, vos héritiers deviennent plus forts et intègrent les talents, les caractéristiques et même les traits physiques des parents. Grâce à cela, vous pouvez fabriquer vous-même des héros avec le style qui vous convient le plus. Utilisez le lien en description ou scannez ce QR code pour télécharger le jeu et l'essayer gratuitement dès maintenant. Grâce à ce lien, vous profitez d'un pack de démarrage disponible pendant les 30 prochains jours de valeur de 20$ avec 10 potions d'énergie, 100 diamants et 100 000 pièces d'or. Bloodline Heroes of Litas a récemment bénéficié de la plus grosse mise à jour jamais faite qui vous permet de créer plus de 800 hybrides différents entre deux lignées. De plus, de nouveaux personnages fantastiques arrivent tous les mois, ce qui repousse les possibilités de création de nouveaux héritiers à l'infini. Ce système hybride permet de transformer votre jeu en expérience véritablement unique. Petit conseil, faites de votre mieux pour augmenter le niveau d'intimité avec vos compagnons pour obtenir des héritiers plus puissants. En ce moment, un événement d'Halloween est en cours, les Maudits, un tout nouveau clan de vampires, est maintenant disponible dans le jeu. Ce sont des assassins morts-vivants, très efficaces pour de longs combats ou pour anéantir vos adversaires en un éclair. En participant à l'événement Halloween, vous obtenez un héros maudit gratuit au 7e jour. N'oubliez pas d'utiliser le lien en description ou le QR code pour télécharger Bloodline Heroes of Litas et participer à l'événement Halloween. Merci pour votre soutien et bon visionnage. Quand 1 plus 1/2 est égal à 2, Overwatch. On commence avec du frais, du très frais même. Mais au vu de l'ampleur qu'a pris cette affaire, on ne pouvait définitivement pas ne pas commencer avec ça parce que le contexte et la manière sont, vous allez voir, assez exceptionnels. Quand on pense aux suites dans l'univers des jeux vidéo en ligne, on pense à beaucoup de choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Et pour cause, faire une suite, c'est l'opportunité parfaite pour un studio d'offrir une expérience remise au goût du jour et en accord avec les nouvelles technologies. Un grand bond en avant censé assurer la pérennité d'une franchise tout en satisfaisant le plus grand nombre, les autres n'ayant qu'à rester sur l'ancien opus si tout ça ne leur plaît pas. Une manière assez standard pour ne pas trop déraciner une communauté qui, normalement, s'applique à presque toutes les grosses franchises multijoueurs connus, Counter-Strike, Battlefield ou Call of Duty, tant de jeux qui n'ont jamais fait fermer leurs prédécesseurs directs, et je dis bien normalement. Quelque part sur Terre, il existe un studio qui a fini par se dire que garder en ligne son vieil opus, c'était pas si utile que ça. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Overwatch ? Apparu au milieu de MMORPG, de MOBA, de jeux de cartes et autres STR logotés Blizzard, Overwatch a rejoint en 2016 le roster du géant, devenant l'un de ses porte-étendards en tant que son premier FPS. On y incarne un peu plus d'une vingtaine de héros, aux rôles divers et variés, s'affrontant dans des 6v6 bien secs, bien nerveux à travers une multitude de modes. La recette est bien pensée et permet, via tout un système de classes, d'offrir un jeu doté d'un potentiel de fun et de compétitif quasi infini. Le tout saupoudré par un petit zeste de lootbox, parce que l'argent. Le succès est retentissant et en moins d'une année, le FPS de Blizzard devient presque aussi populaire qu'une station essence en pleine période de grève des raffineries totales. Plus de 30 millions de joueurs, c'est juste énorme. Et la machine Overwatch semble sur la bonne voie pour perdurer. Enfin, jusqu'à son arrêt brutal en 2022.
Forcément, le titre de la vidéo, c'est 4 jeux tués par leur créateur. Vous vous doutez bien que ça allait partir en eau de boudin, cette histoire, à un moment donné. La vraie question maintenant, c'est... Comment cette success story à la sauce Blizzard a-t-elle pu en arriver à la planification et à l'application de la mort d'un tel poulain, alors que presque tous les jeux similaires évite ce genre de scénario? La réponse est un peu plus simple, communication hasardeuse, stagnation et perte de contrôle du projet. Depuis sa sortie en 2016, le destin d'Overwatch a toujours été, paradoxalement à son succès, un petit peu flou. Tantôt orienté vers le fun et les joueurs occasionnels, tantôt tourné vers le compétitif et les joueurs hardcore, Overwatch enchaîne les grands écarts de style et de genre. Une approche toute particulière qui, peu à peu, va pousser les développeurs à faire des choix pouvant être considérés, aujourd'hui, comme en totale opposition avec la manière dont avait été imaginé et conçu le jeu. Par exemple, au départ, et d'après les dires de Jeff Kaplan, le vice-président de Blizzard Entertainment, game director et visage du jeu, à haut niveau, Overwatch était réfléchi pour être un jeu sur lequel la synergie et le travail d'équipe priment sur le reste, et ne devait proposer des ranked, les parties compétitives, qu'aux joueurs capables de lancer une partie avec une équipe complète. Ce concept, il a cependant vite été écarté avant la sortie du jeu, pour éviter de trop frustrer les joueurs, et quelque part ça se comprend un peu. Et même si ce point peut sembler anodin, si on y regarde de plus près, c'est très certainement l'une des graines qui allait faire germer les premiers problèmes sur Overwatch 1. Après tout, si la base de jeu a été réfléchie pour une telle synergie entre les joueurs dans un jeu bourré de sorts et autres ultimes, il me semble évident que certains choix techniques, d'équilibrage ou de construction de cartes ont été associés à tout cela. C'est ainsi que naîtront moult déséquilibres entre pas mal de héros, en particulier avec les nouveaux, souvent considérés comme surpuissants, très certainement à cause du fait qu'ils aient été réfléchis après le volte-face sur sa façon de gérer le compétitif. Mais c'est pas le seul problème, qui de manière si silencieuse va dévorer le jeu. Si au début tout va relativement bien dans le triangle amoureux Blizzard Overwatch joueur, cette relation va vite devenir chaotique. Avec les années, les mises à jour et les héros qui s'enchaînent, les patchs pour tenter d'équilibrer tout ce beau monde s'accumulent et telles des rustines posées à droite à gauche, celles-ci vont malgré elles se mettre à donner naissance à des abominations de gameplay, comme des héros complètement inutiles pendant des mois, des sorts trop ou pas assez puissants, voire des compos à base de 3 tanks, 3 heals bien précis, maintenant quasi inarrêtables, que ce soit sur la scène sportive ou casual. Ce qui est assez problématique dans un jeu où presque la moitié des héros sont des DPS, on va pas se mentir. Rajoutez à ça la toxicité grandissante et une ligue e-sportive agonisante sous perfusion au point d'offrir des billets aux étudiants locaux pour remplir les salles, et il est tout de suite plus aisé de comprendre le pourquoi du comment Activision a détourné un Overwatch 2 initialement censé être focalisé sur le PvE pour en faire un vrai remplaçant. Une version améliorée d'un premier opus maintenant impossible à sauver, ou du moins plus compliqué à exploiter. Pas parce que le jeu est mauvais, non, mais juste que, et ça dès son lancement, la direction n'était pas forcément la bonne, et qu'à force d'accumulation et de mauvais choix, le château de cartes ne pouvait que finir par s'écrouler. Du coup, à défaut de sauver le bébé, autant ne pas se prendre la tête et tout refaire. On jette le bébé et l'eau du bain qui va avec. On gagne du temps, de l'argent, et en plus on s'assure une base de joueurs et de joueuses maintenant bien forcés de jouer à un free-to-play. C'est ainsi que le 2 octobre 2022, après des années de bons et loyaux services et un quasi abandon en termes de contenu depuis 2020, que les serveurs d'Overwatch 1 sont officiellement fermés par Blizzard à peine 27 heures avant l'arrivée d'Overwatch 2. C'est un pan entier de l'histoire de la franchise qui venait de partir en fumée sous les yeux de millions de joueurs. Ce qui est d'autant plus terrible quand on sait que tout ça, ça n'était pas la mission initiale d'Overwatch 2, qui je le rappelle était censée compléter le premier opus avec un aspect plus PvE, un petit peu comme une porte d'entrée qui permettrait d'ensuite se diriger vers le joueur contre joueur du premier opus. Un détournement de projet qui laisse supposer assez facilement pourquoi Jeff Kaplan et Geoff Goodman, un des développeurs en chef, ont préféré quitter Activision Blizzard courant 2021. Les gars se sont quand même fait voler une partie de leur futur jeu et ont dû regarder le précédent se faire tuer pour faire de la place. Y a de quoi avoir le démon. Après, je préfère le préciser, Overwatch 2, attention, il est très bien. C'est juste dommage que le plan initial des créateurs n'ait pas pu être respecté et qu'en plus, ça ait entraîné la mort d'un, voire du FPS le plus populaire de la décennie. L'enfant prodige, pas si prodige que ça, Afro Samurai 2, la vengeance de Kuma. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal.
Afro Samurai, c'est une masterclass parmi les masterclass de la Japanimation. Imaginé dès 1998 par le mangaka Takashi Okazaki, le projet est officiellement apparu la première fois dans le magazine Nuhuho, un support auto-publié par Takashi et 3 de ses amis. Afro Samurai sera publié jusqu'en septembre 2002 sous forme de doshinji, avant d'être repris quelques années plus tard en 2007 dans un court animé narrant la vie d'Afro Samurai à travers sa quête de vengeance pour éliminer celui qui a assassiné son papa afin de lui voler le titre de plus grand guerrier du monde. Et si comme ça, déjà vous trouvez ça transpire la badassitude, dites-vous que par-dessus, ça flirte sévèrement avec l'ambiance hip-hop, que l'animation est aux petits oignons, et que comme si ça ne suffisait pas, on retrouve Samuel L. Jackson pour doubler Afro Samurai. Does Samuel L. Jackson like anime? Yes, I do. Hentai too. Un mélange tout particulier qui va sans surprise forger une solide réputation au nom d'Afro Samurai, permettant à Takashi Okazaki de produire à nouveau une version papier de la franchise, mais aussi d'explorer de tout nouveaux horizons. Quand je vous dis ça, je parle bien entendu de jeux vidéo. Édité et développé par Namco Bandai, Afro Samurai s'est invité début 2009 sur Xbox 360 et PlayStation 3. L'histoire est à peu près similaire, la brutalité est au rendez-vous et les combats sont rythmés au son des musiques du jeu. Malheureusement pour les fans, Afro Samurai, premier du nom, ne convaincra pas tant que ça, et même si les ventes dépassent largement les 400 000 copies, le jeu ne laissera pas derrière lui de souvenirs suffisamment marquants pour justifier une suite. D'autant plus que cette année-là, Namco Bandai était pas mal dans le rouge. En soi, l'aventure pourrait s'arrêter là. C'est pas la première fois qu'un jeu sympa s'éteindrait de lui-même. Mais ça, c'était sans compter l'intervention de cet homme. David Robinson, c'est un ancien de chez Namco Bandai et accessoirement le producteur en chef du premier projet Afro Samurai, projet dont il embarquera les droits d'exploitation avant de tout bonnement quitter le géant japonais pour fonder son propre studio, Redacted Studios. Un nouvel arc de sa vie qui nous mènera jusqu'en 2015 à travers le projet Afro Samurai 2, La Vengeance de Kuma, un second opus censé polir l'image émaillée du jeu et rendre honneur à l'œuvre de Takashi Okazaki. Et disons que ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Le développement du jeu est plutôt chaotique. Le studio est sous pression et a du mal à respecter les délais et le budget alloué par Versus Evil, un tout petit éditeur indépendant. Les problèmes s'accumulent et Redacted Studio finit même par sous-traiter certaines parties du jeu à des sociétés basées en Malaisie. C'est tout sauf optimal, mais d'après David Robinson, c'est exactement ce qu'il faut pour ne pas reproduire les erreurs de Namco Bandai qui, je cite, ne lui aurait pas laissé assez de temps pour peaufiner son jeu ainsi que régler les bugs du premier opus. Des mots qui perdront pas mal de sens quand Afro Samurai 2, La Vengeance de Kuma finit par sortir le 22 septembre 2015. Et là, c'est le drame. Caméra quasiment folle, framerate qui joue du yo-yo en permanence, effets sonores pour la plupart désagréables, combat mou par rapport au premier qui était déjà un petit peu mou, niveau mal construit, cast du doublage initial absent, texture baveuse un petit peu partout, c'est un véritable désastre. Plus de 6 ans après son prédécesseur, Afro Samurai 2 n'a absolument rien appris, il a même régressé. Les bugs sont légion et même le menu principal du jeu semble se payer la tête des acheteurs, le jeu ne proposant rien d'autre en termes d'options de réglage qu'un changement de résolution. Je vous rappelle qu'on est en 2015, c'est l'année de Witcher 3, de Fallout 4, et à côté vous avez Afro Samurai 2, et ça ressemble à du 2002. Et encore. Et si la presse décide d'en faire, à juste titre, son souffre-douleur du moment, en qualifiant le jeu de poubelle, de grand bazar technique, ou encore du pire jeu de l'année 2015, de son côté, l'éditeur lui rigole un petit peu moins. Ils ont sur le dos une horde de fans mécontents, une presse qui assassine leur dernier jeu quasiment quotidiennement, ainsi qu'un studio qui lui s'est dit que faire le mort, c'est pas une si mauvaise tactique dans l'absolu. Il y a absolument rien qui va, et pour sauver leur image, Versus Evil va déplacer des montagnes, quitte à écraser au passage le jeu qu'ils venaient d'éditer. Après un peu moins d'un mois sur le marché, les copies d'Afro Samurai 2 sont rappelées. Sur le PSN et sur les autres supports en ligne, le jeu disparaît subitement et des vagues de remboursement, pourtant peu communes sur le support PlayStation, sont lancées. Versus Evil et son directeur général Steve Escalante sont clairs et nets. Ils sont d'accord avec les joueurs et la presse. Afro Samurai 2 est une honte qui n'aurait jamais dû être commercialisée et toutes les personnes ayant acheté le jeu doivent être absolument remboursées. Nous avons commencé le processus.
Cela a été un peu long à mettre en place car Sony n'a jamais vraiment eu à le faire de cette manière, mais nous rembourserons tout le monde. Il y a encore d'autres coûts associés à cette décision qui frapperont certainement Versus Evil, mais quoi qu'il en soit, nous acceptons nos pertes et pensons que c'est la bonne chose à faire pour les joueurs. Un véritable coup de tonnerre qui emportera avec lui 2 opus supplémentaires prévus en guise de suite et qui va plonger le nom d'Afro Samurai 2 dans le royaume de ces jeux si mauvais aux yeux des joueurs que même ses parents ne veulent plus de lui, quitte à s'en débarrasser le plus rapidement possible. Et c'est peut-être pas plus mal parce que croyez-moi, vous ne souhaitez pas jouer à Afro Samurai 2. Le jeu qui refusait de mourir, The Sinking City. Si vous aimez les jeux d'enquête et les ambiances toutes particulières, il y a de grandes chances que vous ayez entendu parler de ce cas pour le moins singulier. Sorti le 27 juin 2019, The Sinking City, ou La Ville qui coule, pour les plus pointilleux, c'est le bébé d'un studio ukrainien aux racines très françaises, puisqu'en partie fondé par des expatriés français. Frogware, un studio entre autres connu et reconnu pour la qualité de leurs travaux sur les jeux de type enquête tels que Sherlock Holmes, franchise qu'ils exploitent depuis 2002 sous toutes les coutures. Et avec plus de 8 jeux Holmes au compteur, autant dire que les petits gars savent ce qu'ils font. Un savoir-faire et un amour du roman noir qu'ils vont de manière très astucieuse marier à un univers fortement inspiré des récits Lovecraftiens. The Sinking City, c'est l'histoire de Charles Wilfrid Reed, un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale ayant un petit peu perdu la boule, et bien des souvenirs aussi suite à un naufrage. Un monsieur torturé donc, qui à force de cauchemars prophétiques sera guidé jusqu'à Oakmont, une ville lugubre du Massachusetts, dans laquelle notre héros cherchera à découvrir les secrets et les maux qui rongent cette ville et ses habitants. Bref, un bon petit open world aux enquêtes et autres événements paranormaux qui accueilleront le joueur dans cette ville mourante. Une ambiance terriblement sombre et perturbante, ce qui ne passera pas inaperçu, celui-ci étant tout aussi bien reçu par les joueurs que par la critique. Une très bonne position pour un jeu de cet acabit, qui va disparaître subitement de toutes les plateformes environ 11 mois plus tard, à la demande de Frogware Studio eux-mêmes. Ouais, le studio a fait disparaître son jeu de la vente, comme ça. Une action loin d'être anodine qui va plonger dans le coma The Sinking City, du moins sur le plan dématérialisé, les copies physiques étant toujours en circulation. Un geste qui sera expliqué dans un très long billet publié le 25 août 2020 et dans lequel on apprend que Frogware est en conflit direct depuis le jour même de la sortie du jeu avec leur éditeur, Nacon, aka une filiale de Big Ben Interactive, aka une société détenue à 20% par un certain Bolloré. Pour ce dernier point, c'est totalement gratuit et ça a aucune valeur, mais je pense que ça en dit long sur les objectifs de cette société. Le jour de la sortie du jeu fut un grand jour pour nous. Et une fois sorti, nous avons reçu une lettre de Big Ben et Nacon indiquant que les paliers de paiement, pourtant précédemment approuvés, avaient été annulés, ce qui signifie que nous ne recevrions aucun bénéfice des ventes du jeu. Une annulation rétroactive justifiée car nous n'aurions pas pu livrer un produit à temps alors que celui-ci était déjà sur le marché. C'est à ce moment-là que notre bataille juridique a commencé. Le dernier recours de Frogware a donc été de demander le retrait de The Sinking City des magasins restants pour au moins arrêter d'autres ventes allant à Nacon et non au studio. Pour la faire simple, on a un studio qui venait de manière assez simple... 1. De se faire voler une partie de sa propriété. 2. D'être privé des gains sur les ventes à la sortie, ce qui est terrible quand on sait comment fonctionne un deal éditeur-créateur. Et 3. N'allez pas être payé pour la fin du développement, donc n'allez pas être payé tout court pour leur travail. Une note assez sévère qui, comme si ça ne suffisait pas, souligne au passage que l'éditeur a largement pris ses aises avec ce qu'il n'avait pas développé. Celui-ci n'hésitant pas, entre autres, à diminuer ou mettre de côté le logo des studios sur la jaquette de jeu, faire pression pour avoir accès au code source du jeu pour le transmettre à des studios tiers, déposer des noms de domaine liés à The Sinking City, ou même Sherlock Holmes, et même mettre à disposition le jeu dans un genre de service à abonnement type Game Pass. Tout ça sans bien entendu en notifier le studio. C'est de la pure filouterie, façon aux petites lignes dans les contrats mélangées à de l'abus de pouvoir, et ça ne va pas s'arrêter là, puisque aussi étonnant soit-il, la justice française va trancher temporairement en faveur de l'éditeur, lui permettant, je cite, d'exploiter le droit de vente du jeu jusqu'à ce qu'une décision soit prise. The Sinking City refait donc surface sur les sites de revente le 26 février 2021, avant de disparaître à nouveau quelques semaines plus tard. Non, attends, c'est que ça commence à faire long ton histoire là, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Ça va, ça vient ? Ça, c'est juste encore Nacon, qui est rattrapé par une autre de leur idée de génie, qui consiste à craquer le jeu
et faire disparaître toute référence du studio. Ah, c'est malin, c'est vrai ça. Vous avez bien entendu. Ennuyé par les actions du studio, l'éditeur a acheté et piraté une copie pour effacer toute trace de celui-ci dans l'intro et dans le menu du jeu, ainsi que de toutes les mentions légales. Un acte qui va bien entendu alerter Frogware et qui permettra de faire valoir une violation de la DMCA, les droits d'auteur en gros, sur leur propre jeu, le tuant une seconde fois dans l'année. Je sais pas si vous réalisez, mais il y a un studio dans l'histoire du jeu vidéo qui a dû se battre plusieurs fois pour qu'on arrête de vendre son jeu, et tout ça à cause de son éditeur. Un obstacle qui malheureusement ne retiendra pas longtemps Nacon, The Thinking City revenant rapidement sur Steam, ne laissant comme dernier recours au studio que divers appellent sur Twitter à ne pas acheter cette version pirate, tout en profitant au passage pour rappeler au PDG de Nacon que même si le jeu était revenu, même s'il avait gagné ce round, le studio avait maintenant des preuves flagrantes que l'éditeur a exposé et volé leurs données et qu'il devait être prudent au vu des sanctions infligées en France pour ce genre de délit, soit jusqu'à 7 ans de prison et 750 000 € d'amende, plus les éventuels dommages et intérêts. Une dernière déclaration de Frogware qui sonne plus comme des menaces qu'autre chose, mais qui réussiront à mettre fin à toute cette histoire. On n'en entendra plus jamais parler depuis, et il est assez aisé de supposer que ça s'est réglé à l'abri des regards. De son côté, Frogware a entre-temps récupéré les droits d'exploitation sur plusieurs supports, comme la PlayStation 5 et la Series X, tandis que la version Steam semble être la version officielle depuis. Certes, The Thinking City est revenu du royaume des ombres, le studio semble être passé à autre chose, mais il reste et restera très certainement le seul jeu au monde à avoir été tué, ressuscité, tué, et à nouveau encore ressuscité. Pour le reste, ce qu'on peut faire, c'est souhaiter bon courage à toute l'équipe de Frogware qui malheureusement subit comme beaucoup la guerre. D'ailleurs, je vous invite chaudement à passer sur la chaîne où ils expliquent un petit peu comment s'est développé un jeu vidéo dans ces conditions un petit peu trop particulières. Quand l'avenir d'un jeu ne tient qu'à une jaquette, TimeSplitter 4. Pour ce dernier point, j'avoue tout, avant même que vous ayez le temps de l'écrire en commentaire, parce que je vous vois. Oui, avec ce jeu, on est sur la carte piège de la vidéo. Déjà parce que sa chute n'est pas forcément du souhait des développeurs eux-mêmes, mais aussi et surtout que sur le papier, la mort de celui-ci est arrivée avant sa sortie officielle, qui n'a jamais été posée d'ailleurs. Ce jeu n'est autre que la suite d'une des franchises FPS les plus appréciées depuis le début des années 2000, TimeSplitter 4. L'histoire de TimeSplitter, c'est un peu l'archétype même du FPS qui est arrivé au bon moment, sur la bonne plateforme, le tout en proposant une recette gagnante. Développée par Free Radical Design, la franchise est officiellement née sur PlayStation 2 le 25 octobre 2000, surfant allègrement sur la voie tracée par Perfect Dark, un autre FPS sorti la même année, mais sur une autre console. On y incarne plusieurs personnages qui, à travers plusieurs niveaux, doivent mettre fin aux méfaits des TimeSplitters, d'étranges créatures semblant vouloir perturber le cours de l'histoire de l'humanité grâce à leur capacité à voyager dans le temps à l'aide de cristaux. Un scénario et un gameplay qui va séduire et donc forger la légende de TimeSplitter, rapidement suivi de deux autres jeux, TimeSplitter 2 et TimeSplitters Future Perfect, respectivement sortis en 2002 et 2005. Avec un tel succès et une trilogie aussi forte, rien de très surprenant à ce qu'une suite soit envisagée. Mais avant ça, Free Radical Design avait de tout autre projet. On est en 2006 et le studio annonce lors de l'E3 de la même année travailler en étroite collaboration avec Ubisoft sur un tout nouveau FPS mêlant psychologie et thèmes dits matures. L'expérience du studio ne fait aucun doute et tous s'attendent à la naissance d'une licence culte qui entre-temps, et sous l'impulsion d'Ubisoft, va se transformer en future exclusivité PlayStation 3. Le fameux futur Halo Killer. Alors je vous évite toute la partie où Ubisoft balance littéralement Free Radical sous un bus, en leur mettant une pression monstre, en marketant beaucoup trop le nom de Haze comme Halo Killer, alors que Halo est à son prime et que Haze n'est même pas sorti. Ou même en prenant le contrôle du développement d'un jeu qui n'est pas le leur. Du pur Ubisoft quoi. Haze sort en mai 2008, il est buggé, il est mal écrit, il est plein de coquilles et les mécaniques sont datées pour être poli. Bref, c'est une catastrophe, mais nous c'est pas vraiment ça qui nous intéresse, nous ce qu'on veut c'est du TimeSplitter. Et c'est là que ça devient intéressant. On l'a vu, malgré le projet Haze, TimeSplitter 4 a effectivement été entre-temps confirmé. En 2007 par exemple,
c'est Rob Yescombe, l'un des scénaristes du studio, qui expliquera que le développement est en bonne voie, même si, attention, les joueurs ne doivent pas s'attendre à une sortie pour Noël de la même année. Des dires qui seront appuyés justement la même année, lorsque le studio sortira ce petit teaser mettant en scène Monkey, un personnage récurrent depuis TimeSplitter 2, dans une armure de Master Chief accompagnée du logo de TimeSplitter 4. Sauf que tout ça, ce teasing, cette joie, c'était le plan avant le désastre Ubi-Az, qui lui venait en un seul jeu d'entacher l'image du studio, mais aussi et surtout ses finances. Free Radical Design est dans le rouge. L'échec commercial de Haze et l'annulation de dernière minute de Star Wars Battlefront 3, sur lequel travaillait aussi le studio, poussent la société à licencier près de 145 employés sur les 185 actifs. Heureusement, un certain Crytek passera par là, va racheter in extremis le studio anglais et va donner même sa bénédiction avec de grosses guillemets pour TimeSplitter 4 du moment qu'ils arrivaient à convaincre un éditeur de financer le projet. Nous sommes en 2012 et après des années d'attente et de spéculation autour du destin de cette suite, le jeu, pourtant en développement, est officiellement abandonné. Pour la simple et bonne raison qu'en plus d'être un petit peu refroidi par le dernier échec du studio, le marketing des éditeurs ne croyait juste pas en la jaquette qu'ils allaient produire, mettant d'après eux beaucoup trop de personnages en avant pour que ça se vende. Ah, je déconne pas, c'est la vraie raison à toute cette histoire, la jaquette du jeu. Au départ, on nous demandait toujours ce qui s'était passé avec Haze, comment nous, qui avions produit une franchise aussi reconnue que TimeSplitter, avons pu sortir un jeu comme ça. Puis, c'était toujours la même chose. Le responsable du marketing de la salle se levait et disait « Je ne sais pas comment vendre cette histoire ». Eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était un personnage principal qu'ils puissent mettre sur la jaquette. Toutes les personnes du marketing et tous les éditeurs à qui nous avons parlé ont juste dit « Vous n'arriverez jamais à vendre quoi que ce soit comme ça ». C'est ainsi que, malgré les démos produites et les phases de développement déjà sous le coude, que le studio, désormais appelé Crytek UK, fut obligé courant 2012 d'abandonner tout ce qu'ils avaient construit jusqu'à maintenant, de tuer la base de leur jeu, TimeSplitter 4, laissant derrière lui une tonne de concept art et autres designs en tout genre. C'est très déprimant, en particulier quand on connaît la qualité des TimeSplitters, mais soyez rassurés, cette fois-ci, même si ça a mis du temps, on a fini sur un happy end. Avec ce tweet de 2021 où le studio Deep Silver annonce que 16 ans après le dernier opus, 9 ans après sa première mort présumée, TimeSplitter 4 est officiellement de retour. Il serait développé par des anciens de chez Free Radical Games, le tout dirigé par leurs anciens fondateurs, Steve Ellis et David Doak. Autant dire que ça sent très bon tout ça. Voilà, au final, suffisait juste d'être patient. Certains ont certes eu le temps de se marier et d'avoir des enfants, mais la patience est récompensée. Maintenant, c'est sûr, TimeSplitter 4 est en développement, même s'il faudra attendre encore un petit peu. L'industrie du jeu vidéo, c'est toujours très compliqué. Et même si on aimerait se dire que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, parce que voilà, c'est des jeux vidéo et que les jeux vidéo c'est cool les jeux vidéo, plus je me renseigne sur ce genre d'affaires et plus je me dis que de y avoir une quantité astronomique de jeux ayant disparu, été abandonnés, voire tués dans l'œuf à cause de contrats douteux, de conflits internes ou juste de manque de fonds. Certes, c'est quand même moins courant que quand ce sont les jeux qui provoquent la mort de leur studio, mais ce sont des événements qui arrivent bel et bien. C'est juste qu'on s'en rend simplement pas compte. Parce que c'est soit très discret, soit au compte-gouttes, étalé sur une vingtaine d'années. Et même si dans certains cas c'est positif, comme pour Afro Samurai 2, qui disons-le, a vu son honneur sauvé par l'éditeur, ce qui est assez important pour le souligner à nouveau, dans d'autres cas, comme Overwatch par exemple, ça semble tout de suite plus alarmant. Dans un monde où catalogues de jeux vidéo et autres contenus free-to-play sont de plus en plus insistants, n'est-il pas problématique de commencer à voir certains studios oser mettre à mort leurs jeux pour optimiser leur rendement, quitte à forcer la transition d'un support à un autre? Ne serions-nous pas proches d'un petit tournant un peu dangereux pour les consommateurs? C'est une vraie question, et vraiment je compte sur vous pour nous donner votre avis en commentaire. Est-ce que ça vous inquiète ce genre de truc, ou est-ce que pour vous c'est juste l'évolution normale de l'industrie? N'oubliez pas de baisser votre pantalon avant de faire pipi, c'était Ico, ciao!